bienvenue dans ce troisième et dernier atelier de cet après-midi. Du labo au marché, quelles étapes ? Et cet atelier sera l'occasion de mettre en perspective tout ce qui a été dit jusqu'à présent, que ce soit sur les projets, sur l'écosystème, sur le rôle de l'entrepreneur. Et pour ça, on va le faire à travers une histoire qui a démarré il y a 5 ans et en prenant du recul sur chacune des étapes grâce à nos intervenants qui ont une grande expérience et de l'entrepreneuriat et de la deep tech. Je suis Stanislas de Montlebert et je suis de la Drive à l'Université de Paris et je m'occupe particulièrement de l'innovation et de la prématuration. Et je suis particulièrement bien entouré par Jean-Philippe Herbeval, qui est fondateur scientifique d'Hermium Therapeutics et qui est aussi directeur de recherche au labo chimie et biochimie pharmacologique et toxicologique du CNRS. À côté de lui, Joël Crouzet, qui est le CEO, le président d'Hermium Therapeutics. Avant, il a une riche carrière. Il a démarré dans la recherche. Il est passé par Inserm Transfer. Et depuis une petite quinzaine d'années, vous occupez des postes de direction dans diverses entreprises. À gauche de Joël, nous avons Suat Topsu, actuellement président de la SAT Erganeo, qui a lui aussi démarré dans la recherche, qui a été aussi dirigeant de start-up et qui maintenant voit toute une palette de projets et d'entreprises. Et nous avons à distance Pierre Gillet, directeur d'investissement pour la BPI, qui a une grande carrière dans l'investissement, mais qui a aussi passé 4 ans en start-up. Donc vous avez en fait un panel de start-upers en face de vous. N'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera d'y répondre à la fin. Et on va commencer par une première question. C'est Jean-Philippe, quel est le T0, le déclencheur du projet en 2015 et par quoi ça a commencé ? Alors, vraiment le tout début du projet, l'étincelle qui a fait que j'ai voulu me lancer dans cette histoire, c'est la résultante de 2 événements. Tout d'abord, une découverte scientifique, évidemment, avec l'identification d'une cible thérapeutique pour les maladies inflammatoires et auto-immunes, et également la venue d'un chercheur en provenance de l'Institut Pasteur qui avait eu l'expérience de la valorisation et également de la création de start-up. Donc Pierre-Olivier Vidalin, le chercheur en question, quand il a vu la découverte qu'on avait faite au laboratoire, m'a dit de contacter soit CNRS Innovation, soit les SAT, qui venaient juste d'être créés. Et c'est ce que j'ai fait. Et la SAT a été extrêmement réactive, la SAT IDF à l'époque, qui est maintenant Erganeo. Et des discussions ont été engagées avec les chargés d'affaires de la SAT, qui a débouché très vite sur un projet de maturation pays, et qui a donné 1 an plus tard le dépôt de 2 brevets, dont un actuellement est licencié par Hermium. Donc ça a été vraiment le tout début de l'histoire. Alors, Suat, en tant que président de la SAT, d'Erganeo, vous voyez passer beaucoup de projets au tout début. Qu'est-ce que vous observez ? Quelles sont un peu les grandes tendances et de ce qu'il y a de spécifique, de général ? Alors, il y a plusieurs niveaux dans la question. D'abord, qu'est-ce qui va pousser le chercheur à se dire, à franchir le pas et dire je veux créer ma start-up ou en tout cas je veux valoriser mon travail de recherche. Ce qu'on observe, c'est que très souvent, ce sont des profils de chercheurs qui ont déjà atteint une certaine maturité scientifique, qui ont fait beaucoup de publications et qui à un moment se posent la question de savoir au final, est-ce que je continue à faire mes publis, à devenir une sorte de machine à publier, ou est-ce que je vais plus loin en fait ? Est-ce que je donne un sens un peu plus concret à ma recherche ? Et souvent, les chercheurs sont là en disant, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je travaille sur ça, et là, j'aimerais que ça serve à quelque chose. Donc ça, c'est un peu le déclencheur commun. Et après, il y a tout un cheminement classique. Les chercheurs ne connaissent pas vraiment le monde de l'entreprise, qui est un monde assez dur, contrairement. Monter une société, c'est compliqué. Monter une société deep tech, c'est-à-dire avec des technologies qui ne sont pas encore sur le marché, dont les gens n'ont pas entendu parler, c'est encore plus dur. Et donc, il y a tout un accompagnement à faire sur les chercheurs. On a 2 types de chercheurs, ceux qui vraiment montent en compétences très rapidement et qui veulent aller vers du management, et ceux qui, dès le départ, sentent bien qu'ils veulent rester dans leur environnement, et c'est là qu'ils sont bons. Voilà un peu des traits communs qu'on voit sur tous les dossiers qu'on voit passer. Un biais aussi, donc là pour les chercheurs, ils pensent qu'ils ont une super techno et donc ça va être facile. Et donc comme ils ont une bonne techno, ça va être facile, ils vont créer leur boîte et devenir riches. Non, ce n'est pas parce qu'on a une bonne techno que forcément on touche un marché
Et il faut comprendre que la techno, c'est à peine un tiers du boulot. Après, il faut faire des produits, il faut faire de la commercialisation. Donc, il y a aussi tout ce travail qu'on doit, un peu les troncs communs, je dis les stéréotypes, hein, bien sûr, du cheminement des chercheurs. Mais ce qui les pousse vraiment, c'est pour ça que je parle de chercheurs entrepreneurs engagés, c'est que c'est des chercheurs qui deviennent des entrepreneurs engagés dans le sens où le leitmotiv, ce n'est pas forcément de dire je vais faire beaucoup d'argent, mais c'est de dire je donne un sens à la recherche que je fais depuis des années. Jean-Philippe, donc l'aventure a démarré en 2015. La start-up Hermium Therapeutics a été créée en 2019. Quels ont été un peu les jalons sur cette période-là? Alors, il y en a eu plusieurs, donc ça se fait un peu au fil de l'eau, mais il y a eu des étapes clés. Donc, comme j'ai parlé du premier brevet de maturation, qui a été très important parce que c'est vraiment le transfert entre de la recherche académique et puis tout d'un coup, recherche, valorisation industrielle. Donc, le processus est un peu différent pour un chercheur comme moi. Et ensuite, il y avait à l'époque des contrats de maturation pays. J'en ai obtenu 2 supplémentaires, en 2017 et en 2018, ce qui a conduit d'ailleurs au dépôt d'un 3e brevet, également licencié par Hermium. Et puis, en parallèle, Erganeo m'a présenté Thierry Logel, qui est le président du fonds d'investissement Kurma Partners. Donc là, on a eu des discussions qui ont commencé en janvier 2018. Et puis, Thierry a eu des contacts avec Domaine Therapeutics, qui est une société de drug discovery et de synthèse chimique. J'ai rencontré l'équipe en août 2018, l'équipe de Domaine Therapeutics. Et là, l'idée de créer une start-up est devenue extrêmement concrète. Et ensuite, suite à cette rencontre avec Domaine, j'ai vraiment voulu me lancer dans une aventure start-up et j'ai fait la formation Deep Tech Founders, donc ici dans les locaux de la BPI, dont François Desportes a parlé un peu avant. Voilà les grands jalons qui ont été au cours des 4 années. Avec aussi, je crois, l'iLab, qui a été une opportunité de financement et de structurer le projet avant de monter la start-up, ou juste avant. Exactement, c'est-à-dire que suite aux discussions avec Domaine Therapeutics, s'en est suivi un programme de pré-maturation, donc avec Domaine Therapeutics et Kurma Partners. Et 6 mois plus tard, nous déposions un dossier iLab et nous avons eu la grande joie d'avoir été lauréat en juin 2019. Et en fait, juste après, dans la foulée, nous avons créé Hermium Therapeutics, donc avec 4 partenaires. Donc, évidemment, Kurma Partners, le fonds d'investissement, Domaine Therapeutics, la société de drug discovery, Erganeo et moi-même. Je me retourne de nouveau vers Suat. Là, on a vu prématuration, maturation, brevet, iLab, monter la start-up, etc. Est-ce que ce parcours, est-ce que ces étapes sont standards ou chaque projet est unique, chaque projet a ses étapes? Non, il se dessine justement cette ligne un peu standard aussi grâce à tous les outils dont on bénéficie en France et qui sont assez uniques en Europe, il faut en avoir conscience, entre les SAT, entre effectivement les actions que mène BPI aussi dans le monde de l'innovation et des startups, et le iLab, etc. On commence à se voir dessiner un parcours assez classique. D'ailleurs, nous, on accompagne, puisqu'on connaît bien ces rouages. Dès qu'on crée une start-up, on a des personnes en interne qui vont un peu dérouler ce menu des différentes aides. Parce que le plus dur, c'est d'arriver à financer, disons, j'ai envie de dire, le premier million d'euros pour arriver jusqu'au produit. Alors, des fois, dans le domaine de la santé, c'est beaucoup plus, mais c'est ces premiers financements qui sont les plus compliqués. Le reste de la chaîne de financement de l'innovation est très bien structuré et beaucoup plus simple. Donc, ce premier maillon qui était un peu la vallée de la mort, aujourd'hui, il est bien couvert quand même. En France. Et donc, la start-up a été créée il y a 1 an. Tout de suite, il y a une levée de fonds de 6 millions, ce qui n'est pas rien pour démarrer. Quel est votre rôle aujourd'hui et quel a été votre cheminement pour arriver au rôle que vous occupez actuellement? Alors, mon rôle actuel, c'est le concours scientifique, c'est-à-dire d'être consultant scientifique pour le développement de la start-up. Et le cheminement, il se fait aussi un peu au fil de l'eau, donc on a l'envie. Donc, comme j'ai dit, en août 2018, j'ai eu l'envie et j'ai suivi donc, la formation Deep Tech Founders. Donc, il y en a d'autres. Et moi, vraiment, c'est un conseil que je donne aux futurs entrepreneurs, aux futurs chercheurs entrepreneurs, c'est de suivre une formation. Parce que ça vous permet d'être introduit dans la biosphère du monde de la start-up. Et surtout, ça vous permet de rencontrer à la fois des CIO, des CSO, mais également des financiers, des fonds d'investissement et puis évidemment tous les membres de la BPI. Donc cette formation-là,
Elle permet vraiment de définir son projet, de mieux appréhender ce qu'est une création de start-up. Puisque quand on est chercheur pur académique, on n'a pas beaucoup d'idées. Il y a plein de fantasmes, plein de choses. C'est un peu ce que disait Suat. Maintenant, c'est plus formaté et je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire qu'on a une approche par les formations et par les discussions avec les fonds assez concrètes de ce que va être en tout cas le tout début, la pré-création et juste après la création. Alors, on voit que les choses sont un peu balisées, qu'il y a des étapes, etc. Maintenant, quand on a préparé notre échange, ça n'a pas été toujours simple, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc, comment ça s'est manifesté? Quelles ont été les difficultés? Alors, effectivement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est quand on se lance dans cette aventure et qu'on est toujours directeur d'un laboratoire de recherche, c'est très énergivore et chronophage. Donc ça, c'était un petit peu dur d'appréhender quand on ne connaît pas. C'est vrai qu'il faut une énergie énorme, mais qui est souvent compensée par l'excitation, donc heureusement. Et les difficultés, j'ai envie de dire, commencent au moment de la négociation, au moment de la création du pacte d'actionnaires. Et là, moi, en tout cas pour mon cas, c'est en train de changer, c'est très bien, notamment avec les restructurations chez Erganeo. Là, il faut avoir des professionnels de la négociation. Et ce qui m'a manqué aussi, c'est l'aspect juridique. Parce que là, on se sent tout seul. Dans les termes juridiques, on n'y comprend rien. Les clauses, on n'y comprend pas grand-chose non plus. Donc là, moi, pour pallier à ça, j'ai pris un avocat. Voilà, c'était vraiment les difficultés, on va dire, principales, ce sont celles-ci. Donc maintenant, vous interagissez en particulier avec Joël, qui est, je rappelle, le président d'Herbium Therapeutics. Comment vous êtes arrivé à vous rencontrer et qu'est-ce qui vous a convaincu à rejoindre le projet? Ok, j'ai rencontré Jean-Philippe en mars de l'année dernière. Donc le projet, évidemment, il y avait déjà beaucoup de résultats, il était déjà très structuré. Et donc c'était via Kurma, via Thierry Logel qui nous avait mis en relation, voilà. Et puis aussi Domaine Therapeutics. Donc on a eu des discussions. Moi, j'ai regardé parce que j'étais nouveau, je connaissais pas le projet, je débarquais entre guillemets. Donc j'ai regardé plusieurs points. Évidemment, d'une part les résultats, les données, la cible était pas originale, mais le mécanisme d'action et les effets induits sur les cellules sont pour le coup très originaux. Donc ça, c'est un point effectivement de grand intérêt et de grand attrait. Il y avait la propriété intellectuelle avec un brevet qui était en train d'être déposé, qui allait assurer des premiers éléments, et puis plus des brevets antérieurs qui seraient les premiers éléments de protection, puisque c'est important à garder. Et puis, on se plaçait dans une perspective thérapeutique avec donc des produits à terme et dans des pathologies sur lesquelles il y a des besoins thérapeutiques qui aujourd'hui sont adressés par un certain nombre de produits, mais qui ne suffisent pas, malheureusement, pour les patients, à répondre à tous les besoins. Donc, c'était un petit peu en regardant tous ces aspects. Et puis, un aspect aussi qui est très important, parce qu'une start-up, c'est une aventure humaine. Donc, quand je me suis retrouvé avec Jean-Philippe, effectivement, ça veut dire qu'on va travailler ensemble si on allait plus loin. Donc, c'est aussi important qu'il y ait un fit, qu'il y ait une confiance, qu'il y ait un intérêt commun. Et aussi, au-delà des relations, c'était de voir la motivation de Jean-Philippe. Bon, elle transparaît dans ce qu'il a dit, mais c'est très profond. Donc, un chercheur extrêmement committed, pour employer un terme anglo-saxon, par rapport au projet, par rapport à sa volonté qu'il avance, parce qu'effectivement, le projet, il ne se fera pas sans le chercheur, il se fera avec lui, et c'est très important. Voilà. Et vous, en tant que dirigeant, comment vous voyez là, le futur du projet? Quelles sont les grandes étapes à venir? Tout projet de start-up, effectivement, il faut générer, de start-up deep tech, il faut générer des résultats. Et ces résultats, ils doivent nous faire progressivement nous rapprocher par rapport à ce qu'on peut appeler une commercialisation, ou du moins des éléments qui sont concrets. Alors là, on est en train de parler de produits thérapeutiques, donc c'est-à-dire à terme de médicaments qui seraient mis sur le marché. Bon, on est dans une phase actuellement initiale, il y a une cible, on teste des produits, on les améliore, etc. Donc les différents éléments de création de valeur, pour employer des termes très, très concrets et peut-être un petit peu commerciaux, c'est d'avoir un candidat médicament au développement, c'est d'avoir ensuite de pouvoir faire toutes les études de toxicité réglementaire pour évaluer la safety de ce produit et la tolérance chez les animaux, de pouvoir déposer donc une demande d'études cliniques, de faire une première étape d'évaluation chez l'homme,
paramètres de safety, puis ensuite d'obtenir des preuves de concept sur des marqueurs chez des patients. Donc tout ça, c'est un continuum, mais il y a des étapes qui vous font gravir des paliers et qui créent de la valeur au projet. Les investisseurs, évidemment, attendent ces deltas qui se produisent de manière graduelle. Et c'est ça qui est important. Il faut aussi, en tant que dirigeant d'entreprise, il faut aussi être bien conscient que chacune de ces étapes, quelque part, transforme la société, parce qu'elle crée des besoins de compétences nouvelles, elle crée des besoins de financement nouveaux, et elle crée donc en fait un élargissement du périmètre d'intervention de la société. Donc, par exemple, d'avoir terminé les études de toxicité réglementaire, de déposer une demande d'études cliniques et d'avoir cette autorisation, eh bien, moi, j'ai vécu ça par le passé. On ne l'anticipe pas, mais ça transforme une société. À partir du moment où vous rencontrez quelqu'un, des investisseurs, des industriels, et vous dites « mon produit il est en train d'être testé chez l'homme », on ne vous regarde pas de la même manière que si vous dites voilà, je suis en préclinique, on a un projet très intéressant. Et on ne vous regarde pas de la même manière. Et en interne, vous avez des contraintes supplémentaires. Votre produit il est injecté chez des patients, donc vous avez des responsabilités en tant que dirigeant d'entreprise. Vous véhiculez un espoir avec tous les établissements dans lesquels sont issus les recherches, les investisseurs. Vous parlez aux industriels. Donc, tous ces paliers en fait, transforment la société. Et une des difficultés et un des challenges du dirigeant, c'est aussi de les anticiper. Parce que ce n'est pas quand on est dedans qu'on se dit « Ah oui, il faut se transformer ». Non, c'est avant qu'il faut se projeter. Donc ça, c'est à la fois un challenge et puis un grand intérêt de cette aventure. Parce que pour moi, j'appelle ça un peu une aventure. Oui, je voudrais dire pour les chercheurs, justement, pour qui veulent lancer leur société, qui comprennent bien une chose, c'est la fameuse triptyque. Il y a d'un côté le chercheur qui très souvent est en concours scientifique, mais reste dans son laboratoire, il continue à être payé par son université, donc avec un profil de risque, disons, assez bas. Je touche mon salaire, je suis toujours dans mon labo. De l'autre côté, vous avez le chef d'entreprise. Lui, il faut qu'il trouve des ressources pour payer le loyer, les salaires à la fin du mois, et puis trouver des investisseurs pour continuer à l'aventure. Et la troisième partie, c'est l'investisseur qui, lui, a une enveloppe budgétaire à investir et décide d'investir dans votre projet. Et du coup, c'est comme dans tout contrat, j'ai vendu quelque chose et j'espère obtenir quelque chose. Tant que dans ce trio, il n'y a pas de gentil et de méchant. C'est simplement que les profils de risque ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. Et donc, tant que ces trois entités s'entendent et que leurs intérêts sont alignés, la start-up, elle avance et tout roule. Malheureusement, comme on dit, la vie n'est pas dans un long fleuve tranquille. À un moment, les intérêts vont commencer à diverger. Et pour éviter que la société n'explose, on régit les conséquences dans ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires. C'est pour ça que, en fait, le document, disons, le plus important, c'est le pacte d'actionnaires. Les discussions peuvent être compliquées, mais le but d'un pacte d'actionnaires, c'est d'assurer la survie de l'entreprise. In fine, il n'y a rien qui prévaut au-dessus de la survie de l'entreprise. On ne peut pas mettre en avant ses intérêts personnels aux dépens de la survie de l'entreprise. Et donc ça se régit dans le pacte. Et le pacte, en fait, assure une stabilité au projet, en fait. Voilà. Mais Pierre connaît très, très bien ce sujet. Alors justement, Pierre, vous qui avez investi depuis des années et dans des jeunes pousses, pourquoi faire on investit 6 millions d'euros dans un tel projet ? Ce qu'il faut voir, c'est que dans le cadre de projets Deep Tech, il faudra des millions, voire des dizaines, voire des centaines de millions d'euros pour arriver sur le marché, surtout dans le cadre de développement de médicaments. Et dans le cadre d'Hermium, les 6 millions d'euros, en fait, ont un objectif comme l'a évoqué Joël, de passer des étapes de création de valeur. Il ne faut pas oublier qu'un investisseur, son objectif, c'est de faire un multiple sur son investissement. Et donc, comme il devra faire appel à d'autres investisseurs, à des levées de fonds beaucoup plus importantes, in fine, il doit financer des étapes de création de valeur lui permettant de générer ces multiples. Voilà. Donc, dans le cadre d'Hermium, les 6 millions ont été définis entre les différentes personnes qui sont autour de la table, que ce soit le dirigeant, le chercheur, l'investisseur et l'industriel, sur les besoins financiers nécessaires pour atteindre ces étapes.
Et pour vous, quels sont les critères d'un investissement réussi et à quelle échéance? La finalité est la cession de la participation de l'investisseur, la cession de la société. Et avec un multiple permettant une rentabilité à l'investissement. L'échéance, les investisseurs ont des objectifs d'investissement en moyenne aux alentours des 5-7 ans lorsqu'on est sur des projets comme celui-ci. Et je rebondis sur des projets qui ne sont pas comme celui-ci, qui sont peut-être dans les sciences ou autres, environnement. Alors, ce que je voulais dire par celui-ci, c'est tout ce qui est dans la deep tech au sens large, qui sont des projets très capitalistiques et à long terme. Ceux que je voyais différemment, c'était plus des projets dans le digital où ils peuvent aller attaquer le marché d'un point de vue commercial très rapidement et où les sujets vont être très différents parce qu'on peut financer de la croissance, on va financer du chiffre d'affaires, de la rentabilité. On parle de réussite, donc là il y a la notion de multiple. Pour vous, Jean-Philippe, la réussite du projet dans 3 ou 5 ans, c'est... Alors, on va dire, elle est multiple. Quand on est chercheur, le fait que ces recherches soient valorisées dans le cadre de brevets, de création d'une start-up, c'est déjà un peu une réussite. Et moi, à titre personnel, si on rentre en phase 2 clinique, ce serait une vraie réussite dans on va dire dans les 3 ou 4 prochaines années. C'est ça ma définition de la réussite. Même question, Joël? Oui, c'est aligné avec ce que dit Jean-Philippe, c'est-à-dire que le projet doit avancer, créer de la valeur. Et Jean-Philippe dit il rentre en phase 2. La phase 2, ça sera effectivement, pas l'entrée, mais l'étude en elle-même, ça sera le jugement de Salomon, un premier jugement de Salomon sur est-ce que le produit a un effet sur des marqueurs liés aux pathologies auxquelles on s'adresse et est-ce qu'il doit aller plus loin, ce qu'on souhaite, bien entendu, mais c'est les données qui parleront. Voilà. Donc c'est pas un aboutissement, mais c'est déjà en tout cas un jalon très visible sur un effet chez des patients. Tout ce qui est avant, c'est effectivement on progresse, mais c'est peut-être un petit peu plus quelque part immatériel, en ce sens qu'on n'est pas encore chez l'homme, et que la phase 1 est une première étape chez l'homme, mais qu'on regarde plus les paramètres pharmacocinétiques et les paramètres de safety qui sont importants, mais qui ne sont pas ceux qu'on vise in fine. Donc, et pour aller un petit peu plus loin que Jean-Philippe, mais bon, c'est normal, c'est que aussi, effectivement, les résultats de phase 2, il faudra trouver à ce moment-là probablement un partenaire industriel pour continuer en partenariat où celui-ci reprend le flambeau en totalité pour faire avancer le projet jusqu'à un dépôt d'IND, un dépôt d'AMM et une commercialisation sur une pathologie ou sur plusieurs pathologies. Donc ça, c'est l'étape suivante. Alors, même question pour le Erganeo, la réussite d'un projet, Alors, de ce projet et puis d'un projet. En fait, je pense que moi, j'aime pas trop le mot réussite, en fait, parce que c'est plutôt les attentes là, dont on parle. Et en fait, on a tous des objectifs. On voit bien d'ailleurs les objectifs entre les 3 catégories. L'investisseur qui veut un multiple, celui qui est à l'écran. Le chercheur qui dit moi, si on arrive là, ça me suffit et qui ne parle pas de multiples. Et l'entrepreneur qui pense à la suite déjà. Mais quand on parle de réussite, on parle d'échec. En fait, pour moi, il n'y a pas de réussite, pas d'échec. On se donne un objectif, on l'atteint, on est content. Et cette satisfaction de dire là, je suis satisfait de ce que je fais est très personnelle. C'est Nelson Mandela qui disait en fait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, si Jean-Philippe finalement arrive en phase 2 et que malheureusement, il ne gagne pas autant qu'il a espéré, est-ce que c'est un échec? Non, parce que tout ce qu'il a appris sur ce premier parcours va lui servir sur le suivant et très probablement sur le 2e ou 3e start-up. Là, il réussira au même titre qu'un investisseur, c'est multiple, etc. Donc, à mon avis, il ne faut pas raisonner en termes de réussite parce que c'est très subjectif. Il faut raisonner en termes d'objectifs. Et puis, in fine, qu'est-ce que j'ai appris, moi, de cette affaire personnellement? Tous les projets qu'on mène, même s'ils n'arrivent pas au sens à terme, c'est-à-dire qu'on a lancé un Steve Jobs ou on a lancé le prochain Apple. Non, ça, c'est un peu du fantasme. Tous les projets, au final, sont en quelque sorte une réussite pour les entrepreneurs. Voilà.
On entend là, il y a des jalons, on des risques, on fait de l'applicatif. Est-ce qu'on continue à faire de la recherche? Alors, au sein de la start-up, oui, c'est une recherche qui est différente. C'est une recherche qui est moins fondamentale, même si, par exemple, dans le cadre d'Hernium, il y a un contrat, c'est lié à un contrat avec le laboratoire pour continuer à décrypter les mécanismes d'action des molécules. Donc oui, il y a encore un aspect recherche fondamentale qui est vraiment lié au laboratoire. Et la start-up en tant que telle, oui, c'est de la recherche, puisqu'il y a un développement, là, pour le coup, de chimie. Donc c'est une recherche juste qui est un peu différente de la recherche académique, une recherche très appliquée, dans le but, au final, d'avoir un produit qui sera mis sur le marché. Pas de complément. Oui, non, c'est juste pour prolonger avec ce que dit Jean-Philippe. Effectivement, dans une start-up, on est orienté sur un produit. Donc, toutes les études et les recherches qui se font par rapport à cette logique de produit pour avancer, consolider les informations, etc. C'est aussi en partie une recherche translationnelle parce qu'on se projette vers la clinique. Donc, on a aussi besoin d'accès à des prélèvements de patients pour voir comment les produits réagissent sur des cellules de patients. Mais ça n'en reste pas moins une recherche qui est orientée par rapport aux produits qu'on développe et aux pathologies qu'on étudie. Je vais juste ajouter un point, toujours dans cette idée de chercheurs, entrepreneurs, surtout deep tech. En fait, on a des structures qui vont évoluer très vite au cours de leur vie. Pourquoi ? Parce qu'aux phases de démarrage, on a besoin du chercheur. Il a le soft power, tout est dans sa tête. Et donc, on crée la société. Et là, le chercheur joue un rôle vraiment fondamental. Au début, on commence 2, 3, 4 personnes. On fait rentrer un fonds, on monte 10, 20, 30 personnes. À un moment, la société, elle intègre les compétences au fur et à mesure à travers des ingénieurs qu'on recrute. Et c'est normal, en fait, parce que ça crée les actifs de la société. Et le rôle du chercheur va diminuer avec le temps. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est plutôt sain. Et des fois, c'est vrai que les chercheurs ont un peu du mal à le vivre parce qu'ils sont dépossession. Voilà. Et en fait, c'est justement ce que je dis, c'est à travers ce pacte d'actionnaires qu'il faut enlever ce sentiment de dépossession parce que ça va créer des frustrations et des divergences dans l'équipe. Donc tout ça, ça se gère, mais il faut comprendre aussi qu'une société, elle évolue. Gérer 20 personnes, on a un profil de type. Gérer 400 ou 10 000 personnes, ce n'est pas du tout les mêmes profils. Et donc, à un moment, les gens doivent comprendre qu'ils doivent se mettre pour l'intérêt de la société en retrait, pour la laisser... voilà. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est une technologie sur laquelle les chercheurs ont travaillé pendant des années et comprendre qu'au fur et à mesure de l'avancée, ils doivent se retirer pour lancer éventuellement d'autres projets. Ça, c'est essentiel, en fait. Donc, pas de sentiment de dépossession, tout s'est bien passé. Non. Ça s'est passé raisonnablement bien. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Bon, alors, on a eu quelques questions avant, donc je vais les relayer. Je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont jeunes. Alors, est-ce que la jeunesse, c'est un atout ou un handicap ? Ou les deux, évidemment. Qu'est-ce qui veut se lancer ? La jeunesse, non, n'est pas du tout un handicap, mais ce n'est pas non plus un atout. L'avantage, quand on est sur sa première expérience, comme je disais, c'est qu'on va apprendre. Donc, plus tôt on apprend, et donc, je sais, Henry Ford a déposé 2 ou 3 fois le bilan, je crois, il faudra regarder sur Internet avant de lancer la société qu'on connaît. Donc, plus on commence tôt, et en fait, je reviens sur ma notion d'échec, plus on va apprendre au fur et à mesure des tentatives, et donc, les chances de succès à moyen long terme sont plus élevées. Voilà. Et puis, plus on est jeune, on a aussi évidemment beaucoup plus d'énergie et on est beaucoup plus... mais je pense que c'est ni un atout ni un inconvénient. Et Pierre, avec toutes les expériences d'investissement que là, vous avez vues, il y a un taux d'attrition qui est élevé. Comment est-ce que le risque évolue ? Est-ce que vous avez quelques ordres de grandeur à partager ? À quel niveau exactement sur les risques Quand un d'attrition ? projet sort du labo, on commence par une prématuration. La probabilité pour qu'on vende quelque chose X années plus tard, elle n'est pas de 100%. Non, tout à fait. Tout à fait, mais je pense qu'un des atouts à tous les projets, c'est clairement d'associer le maximum de compétences et de complémentarité
Ça a été évoqué entre Joël et Jean-Philippe. L'important, c'est d'avoir des complémentarités sur les différents domaines, que ce soit scientifique, que ce soit en termes de développement. Vous évoquiez tout à l'heure les jeunes, est-ce que c'est un handicap? D'un côté, ils ont un manque d'expérience, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut vite qu'ils s'associent avec des gens qui soient accompagnés, que ce soit des mentors, que ce soit dans leur conseil d'administration, avec des gens d'expérience qui vont les aider justement à développer leur technologie. Et c'est vraiment un point très important de s'entourer pour que le projet réussisse. Alors, ce qu'on observe, nous, quand même, c'est, je ne vais pas dire des vieux chercheurs, mais on a quand même ceux qui viennent nous voir sur de la deep tech aujourd'hui, ce sont quand même des chercheurs avec un certain nombre d'années d'expérience. On a très peu, il faudrait que je regarde en détail, mais on a très peu de jeunes chercheurs qui viennent d'avoir un poste, par exemple, qui vont venir nous voir en disant « je veux créer ma start-up ». Il y a aussi une maturité côté chercheur avant de lancer sa société. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Je dis que c'est ce qu'on observe aujourd'hui en tout cas. Oui, à mon avis, ça provient aussi du fait qu'il faut se sentir bien dans le sujet. C'est-à-dire que là, quand on découvre une nouvelle cible thérapeutique, si on n'a pas le background avant, ça peut juste être une découverte qui en fait est mineure. Alors que quand on a des années d'expérience, on sait si on a une vraie découverte majeure ou pas. Donc je pense qu'en fait, jeune ou pas jeune, je ne sais pas si c'est vraiment le débat. Je pense que c'est juste on va dire l'expérience d'avoir effectivement la vraie découverte. C'est ça qui nous lance plus tard sur la création d'une start-up ou pas. Et évidemment, avant, avec l'étape de l'API. Et alors, du coup, si un chercheur est comme vous étiez en 2015, qu'est-ce que vous lui diriez Alors, s'il a fait une découverte majeure, ce que je lui dirais, c'est de contacter les offices de transfert de technologie, donc que ce soit CNRS Innovation, les SAT, de commencer à discuter avec eux, parce que là, le rôle est vraiment essentiel. Moi, le rôle de la SAT en 2015 a été clé. Ils sont allés très vite, ils ont très vite montré un intérêt pour le projet. Et les contrats qui ont suivi, les contrats de maturation pays, sont très importants parce qu'on apprend aussi, on fait une recherche qui est différente, puisqu'elle est en toute petite partie financée par, en tout cas dans mon cas, par le public, mais surtout par Erganeo. Et là, on apprend. Donc, cette phase-là, elle est capitale. Et là, on sait finalement si le but ultime sera une création de start-up ou bien juste d'avoir des brevets qui après seront revendus à des big pharma, etc. Donc, de tenter, et ce que j'ai envie de dire aux gens, tenter. Hein. Il y a rien à perdre, du temps peut-être et de l'énergie, mais chaque étape, chaque rencontre, de toute façon, c'est bénéfique, non seulement sur le plan de la carrière, hein, parce que maintenant, d'ailleurs, la création de start-up est reconnue par le CNRS, hein, donc dans l'évolution des carrières au sein du CNRS. Et je pense que c'est l'approche d'un nouveau monde. Quand on est chercheur, la seule qualité qu'il faut, c'est être curieux. Donc, allez-y, tentez. Et puis, en discutant avec les sociétés de transfert de technologie, vous aurez une idée ou pas si vous êtes fait pour ça ou pas. Je pense c'est ça. Alors, je me permets d'apporter une petite précision. C'est qu'en 2020, il y a maintenant aussi l'université qui offre une étape de prématuration pour amorcer cet accompagnement dans le cadre du guichet unique de l'écosystème qui a été représenté lors du workshop numéro 1. Donc, il y a même des outils en plus. Et ce que je veux dire, c'est que l'écosystème français, pour créer des startups, est quand même excellent. Donc, la preuve qu'il y a des chercheurs allemands qui viennent en France créer des startups. Donc, l'écosystème, maintenant, il est vraiment au point. Moi, le seul point que j'avais, c'était sur le juridique, hein, où là, il faut faire... Là, il faut mettre le paquet là-dessus. Mais sinon, l'écosystème, les financeurs, la BPI, tout ça, c'est quand même un contexte extrêmement favorable à la création de start-up. Et ce que disait Swat tout à l'heure, effectivement, beaucoup de chercheurs commencent maintenant à avoir l'idée, ont la genèse de se dire j'ai envie de créer une start-up. Donc, c'est en train de prendre. Même l'université, le CNRS, maintenant, poussent plutôt à la création. Donc, là, les choses sont engagées. Donc allez-y. Toujours pas de questions. De toute façon, il y a le networking, je crois, qui doit démarrer. Donc, on va conclure. Je voudrais mettre un bémol parce qu'il y a eu beaucoup de choses positives et c'est bien, hein, parce qu'il en faut pour se lancer. Le but, c'est pas de faire peur, mais il y a aussi un réalisme à avoir. C'est
quand même... alors, c'est quand même dur. Monter une société, c'est vraiment dur. Il ne faut pas dire que c'est simple. Il y a très peu de sociétés qui marchent. Celles qui arrivent au bout, c'est avec de la sueur et beaucoup, beaucoup de peine qu'on y arrive. Mais quand je dis ça, je ne parle pas forcément du chercheur qui lance sa deep tech. Je trouve que le chercheur est dans un environnement qui est idéal, c'est-à-dire il a à la fois la protection que peut lui apporter son université et à la fois il peut vivre cette aventure entrepreneuriale. Donc effectivement, il n'y a aucune raison de se priver, de profiter, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir cette capacité de monter une société tout en ayant derrière autant de sécurité. Donc ça, il faut en profiter, mais il faut juste garder en tête que c'est pas simple. C'est très compliqué, beaucoup de travail, beaucoup de sueur, des nuits blanches, des conflits qu'il faut savoir gérer. Voilà. Donc, je ne veux pas finir sur une note pessimiste, c'est juste une note un peu réaliste en disant que c'est pas si rose qu'on voudrait le vendre quand même. Alors, si on conclut, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on a entendu cet après-midi, moi déjà, ce qui m'a plu, c'est qu'on a entendu beaucoup de belles histoires. Donc, même s'il y a de la sueur, même si c'est difficile, même je sais que je crois que vous avez travaillé parfois 120 heures par semaine vous avez un peu rogné sur votre temps de sommeil. Il y a des belles histoires. Je retiens qu'il ne faut surtout pas rester seul. Il faut être accompagné. Qu'il faut l'écosystème évoluant, les parties prenantes évoluant, qu'il faut acquérir au fil du temps des compétences pour savoir interagir et savoir s'entourer, y compris avec un avocat pour parler d'un pacte d'actionnaires comme l'évoquait Suat. Il y a beaucoup d'acteurs de l'écosystème qui sont... Alors, les intérêts peuvent être pas forcément les mêmes, les agendas pas forcément les mêmes, mais il y a beaucoup d'acteurs, donc du chercheur jusqu'à l'industriel qui va de la big pharma ou d'autres domaines qui vont in fine commercialiser. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont intérêt à ce que ça marche. Et donc, il doit y avoir une dynamique très positive dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, qu'il y ait de la sueur, de la difficulté, il n'y a aucun doute. C'est relativement balisé, relativement normé. Mais tout cet écosystème, tous ces acteurs sont finalement, ont comme une motivation, c'est que ça marche. On va passer je crois, au networking. Donc, avant de passer au networking, j'invite tous ceux qui nous regardent à solliciter leur réseau Valo. C'est-à-dire au sein de l'université, il y a la DRIV, il y a les facultés qui ont des ressources valorisation, il y a Erganeo, il y a Inserm Transfer, le CNRS Innovation, il y a l'APHP. Donc le réseau est de plus en plus étoffé et il faut nous solliciter. Il n'y a pas d'autre mot. On est là pour vous accompagner et pour mettre le pied à l'étrier. Le networking, alors si j'ai bien compris, vous avez sur votre écran un pop-up. Vous cliquez dessus et on vous demande deux choses. La première, c'est de mettre une photo. Et la seconde, c'est de remplir vos centres d'intérêt. Derrière, il y a un moteur qui est super intelligent, qui va trouver les gens avec qui vous avez des sujets communs à partager, des questions à poser. Et peut-être que moi, je me suis inscrit. Donc peut-être qu'on se retrouvera dans le cadre de ce networking. Enfin, je voudrais dire merci. Merci à notre présidente et au directeur général de la BPI qui nous ont accueillis et qui ont exprimé leur engagement dans ce sujet de la Deep Tech. Merci à tous les intervenants pour leur témoignage. Merci à Célia Martin et toute l'équipe qui a fait cet événement était possible à distance et ce n'est pas simple, croyez-moi. Merci beaucoup à vous de l'autre côté du et dans le cadre du guichet unique qui a été évoqué, une page valorisation avec des contacts et des informations sera bientôt disponible sur le site Université de Paris. Et enfin, je vous donne rendez-vous aussi dans la vraie vie. Merci, au revoir. Merci.